Dans son roman, l'autrice Kim Thuy a raconté l'adaptation pas toujours facile des Boat People vietnamiens à leur arrivée au Québec. Mon invité est arrivé ici à l'âge de 6 ans, pas de la même façon, mais il a lui aussi dû faire face à l'hiver québécois. Et je parle pas seulement du climat. Voici les affirmations de Con Nguyen Nguyen. Affirmation, une série de balados-diffusion avec des personnes qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à Affirmation, Con Nguyen Nguyen. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, tu es venu au monde à Saigon, Ho Chi Minh City, ou aussi Ho Chi Minh Ville, le 15 février 1985. Alors, on disait Saigon, là, dans le temps, c'était Ho Chi Minh City ou Ho Chi Minh Ville. C'est exact, oui. Oui. Alors, tu as vécu au Vietnam pendant les 6 premières années de ta vie. Quels sont tes souvenirs de ces années-là? Si tu en as quelques-uns. Ah, bien sûr. Et invariablement, j'ai 2 souvenirs qui me viennent à l'esprit à chaque fois que j'ai raconté mon enfance. Une qui est assez positive, assez marquante, ce sont les voyages familiales à la plage et la plage de Vũng Tàu au Vietnam. Et ça, c'est quelque chose que j'en garde des très bons souvenirs. Et en fait, mon endroit de prédilection, c'est l'eau. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de me ressourcer, c'est de retourner à la plage, à la mer. Et tu fais ça ici en Amérique du Nord, au Canada? Oui, mais je préfère le bruit de la plage. C'est vraiment le bruit de la plage dans le monde. Oui, absolument. Oui. Parce que je ne suis pas revenu encore au Vietnam depuis les dernières années. Deuxième souvenir. Deuxième souvenir, celle-là est plus marquante et plus triste. C'est que j'avais 5 ans, si je me trompe pas, j'avais causé un accident. Ah et bon? oui, c'était... on était sur la mobilette stationnée avec ma maman. J'étais devant. Et tout garçon turbulent que j'étais, j'ai actionné le levier de vitesse et la mobilette s'est propulsée sur une clôture de fil barbelé. Oh. Et moi, j'étais sorti indemne, mais ma mère, elle est sortie avec blessée. Elle est marquée aujourd'hui sur son bras gauche avec une longue cicatrice. Donc, quand elle regarde sa cicatrice, elle dit « ça, c'est mon Con Nguyen ». Oui, absolument. Et à chaque fois que je regarde son bras, il y a un petit pincement au cœur qui me vient à chaque fois. Tes parents t'ont donné un drôle de surnom. C'est une tradition, semble-t-il. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, oui. Oui, donc chez les familles vietnamiennes, pas toutes les familles, nous avons comme tradition, comme croyance de donner des noms originaux, un surnom, un sobriquet assez laid. Et pour ma famille, c'était des articles de cuisine. Ah bon? Ouais, voilà. Donc, mon sobriquet à moi, c'est Nieu, N-I-E-U. Et ça veut dire marmite en terre cuite. Marmite en terre cuite. Et pourquoi on fait ça déjà? Pourquoi? C'est parce que la croyance, c'est que si l'enfant possède un nom qui est laid, qui est original, il y a 2 choses. Soit l'enfant va être facile à élever, va réussir dans la vie, et aussi ça éloignerait les mauvais esprits. Surtout lorsqu'on parle d'enfance, on veut garder les enfants, les nourrissons, les bébés le plus longtemps possible. Bon, disons que pour l'histoire de la mobilette, ça n'a pas fonctionné le mot marmite. Hein? Ouais. Alors, pourquoi tes parents ont décidé de quitter le Vietnam et de venir au Québec? En fait, il faut savoir que il y a eu de nombreux Vietnamiens qui ont quitté le pays pendant et pendant et après la guerre, et en particulier avec la victoire du Nord communiste le 30 avril 1975. Et avec la réunification des 2 Vietnams, sous le régime communiste, les Vietnamiens du Sud, dont je fais partie, avaient peur pour leur survie. Et on pouvait parler, à ce moment-là, on pouvait considéré pour des représailles, ou on avait peur aussi pour la persécution politique. Il y avait la répression des droits et libertés, la censure, il y avait l'effondrement économique. Et toutes ces raisons-là ont poussé ma famille à vouloir immigrer. Et il faut rappeler, parce que le Vietnam a vécu une longue guerre dans laquelle s'étaient imbriqués les États-Unis, puis je pense qu'ils n'en sont pas ressortis non plus très, très, très glorieux, hein?
Non, non, non. Mais par exemple, selon à qui que l'on pose la question, pour nous, les Vietnamiens, on en garde quand même des bons souvenirs des Américains. Bien sûr, on sait très bien qu'est-ce qu'ils ont fait avec les armes, avec le largage du napalm et autres, mais ils ont été quand même à nos côtés chez les Vietnamiens du Sud. Donc, on cherche à quitter un pays où on ne se sent pas à l'aise et on a décidé de venir au Québec. Pourquoi particulièrement le Québec? Au Québec, parce que c'est tout d'abord la langue, la langue qui est parlée par plusieurs membres de ma famille qui parlent le français, ça faisait partie de leur éducation. Et on parle du Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, pour nous, on avait déjà quelqu'un qui étudiait au Québec. Et ma famille, à ce moment-là, mes arrière-grands-parents, c'était la propulsion. C'est ça qui les a amenés, mes arrière-grands-parents, à venir s'établir dans les années 70. Puis mes grands-parents dans les années 80 et finalement ma famille dans les années 90. Wow! Donc, tu arrives au Québec. Est-ce que tu te rappelles de ton arrivée? De quoi te rappelles-tu? La neige, bien sûr. Nous, on a débarqué de Dorval. Je t'interromps, mais il y a de la neige aussi au Vietnam, là. Oui, absolument. Oui. Je disais Dorval, mais non, c'est Mirabel. On débarquait de l'aéroport de Mirabel. Et en fait, avant même de débarquer à bord de l'avion, l'hublot, c'était la première chose que j'ai vue. C'était les champs immaculés, les champs qui scintillaient de neige. Et c'était vraiment marquant et c'était vraiment beau. Mais je peux pas en dire autant pour la température, mais c'était très, très beau. Mais justement, comment ça s'est passé? T'es sorti de l'avion. À l'époque, je pense qu'il y avait les transbordeurs. Mais t'étais pas encore sorti dehors, là. Oui. Mais ce sont quand même des souvenirs qui sont vagues, mais je me rappelle beaucoup des vêtements. De un, nous, on arrivait de Saigon, de Ho Chi Minh, presque en habit léger d'été. Et il y a eu la conversion en vêtements d'hiver. Donc, c'était ça, avec le manteau. Il y a quelqu'un qui est venu vous rejoindre à l'aéroport. Absolument. Donc, en fait, on avait toute la famille. On avait une bonne partie de la famille qui était venue nous rejoindre, donc nous accueillir. Donc, c'était beau. Encore là, j'ai peu de souvenirs, mais heureusement, il y a les albums photos familiales qui me permettent de me souvenir de ce moment heureux. Tu es allé voir ça avant de faire l'entrevue, si je comprends bien. Tout à fait, exactement. C'est vrai que des photos, ça rappelle des moments. Parfois, on s'en rappelle pas, nous, mais quand on regarde les photos, oh mon Dieu, oui, c'était comme ça. Ah oui, absolument. Donc, il faisait froid. Tu me dis à quel moment de l'année tu arrivé en décembre, c'est ça? Enfin, le mois de mars. Le mois de mars. 6 mars 91. OK, donc il y avait encore pas mal de neige à ce moment-là. Absolument. Et cette journée-là, c'était... Apparemment, on me disait, c'était pas si froid que ça pour une température, pour un mois de mars, mais pour moi, un jeune enfant, c'était froid. C'était très froid. Puis, je pense qu'on va se le dire, là, même ceux qui sont venus au monde ici puis ont toujours vécu dans la neige, on trouve ça froid aussi. Non, bon, c'est toujours intéressant de parler de ce premier contact avec l'hiver parce que beaucoup de personnes immigrantes, ça fait partie de ce récit, d'un narratif très intéressant sur leur arrivée au Québec. Mais toi, tu es arrivé, mais tu ne parlais pas français. Non, du tout. Alors, comment tu as vécu ce fossé linguistique? En fait, je dirais que je pense que il y a probablement le côté naïf de l'enfance où ce que je ne percevais pas ce fossé. Donc, de un, je suis une personne timide, donc j'entretiens très peu de relations, de communication avec les gens. Donc, à ce moment-là, jeune, j'avais très peu de communication. Et mon fossé, dans ce cas-ci, c'était l'arrivée en classe d'accueil. Et avec la classe d'accueil, la totalité des élèves ne parlaient pas la langue non plus. Donc, je ne percevais pas de fossé parce que tout le monde dans ma classe ne parlait pas la langue. Ah, tout le monde était dans le même... C'est quoi de dire, le même bateau que toi? Exactement, ouais. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que ça a été un apprentissage. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'efforts mis du côté de ma famille pour nous faire apprendre en accéléré le français. Tes parents parlaient français déjà? Absolument, c'est ça. Mais mes parents parlent français et pour nous, c'était des lectures obligatoires le soir à la maison. C'était des dictées, mais c'était comme ça qu'on a appris le français en accéléré. Wow! Donc, c'est vraiment une dévotion de la part de tes parents. Absolument. C'est difficile d'apprendre le français? Pour moi ou pour mes parents? Pour toi? Non, parce que c'est de un, en fait, je pense qu'il y a une chose qu'il faut que je te dise, c'est que je maîtrise très mal le vietnamien. Donc, pour moi, le français, c'est devenu très rapidement ma langue maternelle.
Et c'est ce qui fait qu'avec le contact des émissions de télé, avec la culture, avec les amis, l'apprentissage s'est fait relativement facilement, heureusement. Donc, tu es la génération passe-partout. Absolument, oui. Ah, oui. Oh, oui, oui, oui. C'est assez étonnant. Hein? Est-ce que tu considères que tu serais ce qu'on appelle un enfant de la loi 101? Je pense que oui. Oui. Enfin, oui. Parce que, comme je dis, le mot assimilé, je ne dirais pas assimilé, mais j'ai intégré la langue française dans mon quotidien. Ouais, le mot assimilé, c'est un bien vilain mot qu'on n'utilise pas ici. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vraiment j'ai intégré la langue française dans mon quotidien, la culture. Et c'est sûr que nous, le choix, notre famille a choisi le Québec pour le français. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de bien maîtriser cette langue, de bien la parler, de bien l'écrire pour pouvoir faire de mon mieux pour la suite, pour vivre dans cette société. Et tes parents, ils ont donc choisi Montréal aussi, ils sont établis ici en pleine ville à Montréal. Oui. Et comment c'était de grandir à Montréal en tant que jeune personne immigrante là, qui découvre un tout nouveau monde? Là? C'était nous, à notre arrivée, on a atterri à Mirabel, mais on a déposé nos valises dans le quartier Côte-des-Neiges. Okay. Le quartier Côte-des-Neiges, c'est un quartier qui est multiethnique. Et donc, on sort de l'appartement, on sort dans la rue et qu'est-ce qu'on voit? On voit des communautés asiatiques, des communautés immigrantes. Donc, c'est quelque chose qui nous a permis qu'on ne sait pas, on n'était pas nécessairement quand je pourrais dire, on ne se sentait pas nécessairement perdu parce qu'on retrouvait nos pères dans le quotidien. Ça aidait le choc culturel. Exactement, ça réduisait le choc. Et après ça, à l'école, la même chose. À l'école, j'étais, après la classe d'accueil, mes autres classes, c'était aussi avec beaucoup d'enfants d'immigrants. Il y avait très peu de personnes québécoises blanches, très peu dans ma classe. Alors, la seule langue commune, c'était de parler français entre tous. Exactement, c'est ça. Et c'est sûr qu'à la récréation, il y a des gens de toutes les couleurs. Et surtout, sur l'heure du dîner, on peut très bien voir le côté multiethnique de la chose en regardant les lunchs que les enfants amènent à la table. On va aller à la pause. Eh bien, on est avec Konyang Nguyen. Bienvenue à nouveau à cette série de balados et d'émissions Affirmation. On dit Affirmation avec un S d'ailleurs. Merci. Alors, j'arrive justement peut-être à la question qui tue. Comment as-tu découvert dans tout ça que tu étais attiré par les garçons? Tout d'abord, je dirais que j'ai toujours senti une différence en dedans de moi. Ça, c'était très, très tôt. Et probablement, si je suis la première expérience, la première vocation, expérience de mémoire, c'était en premier secondaire. C'est là que j'ai eu ma première attraction physique envers un collègue, un camarade de classe. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça a poursuivi tranquillement. Mais je dirais que je ne voulais pas nécessairement m'identifier tout de suite. Et en fait, je n'avais pas la capacité de mettre un mot. Même s'il y avait des cours d'éducation sexuelle pour cela, je n'avais pas la capacité, je n'étais pas certain parce que je ressentais des attirances romantiques envers les filles également à l'école secondaire. Et je pense que si ma mémoire est bonne, c'est vraiment avec une émission de télé, l'émission Queer as Folk, qui était sortie dans les années 2000. Oui. J'étais en secondaire 3. Et c'est là que j'ai eu une révélation. C'est là que j'ai dit, c'est probablement moi, ça. Pas nécessairement tout ce qui se faisait dans l'émission, mais c'est vraiment le côté, la personne, je voyais le bonheur d'être qui on est. Et c'est comme ça que j'ai vu. Je me suis dit, je suis gay. Wow. Et ça s'est passé comment, ce coming out? Comment tu as fonctionné à partir de ce moment-là? Parce que je vais t'amener à voir comment tu as parlé à d'autres, mais comment ça s'est passé? C'était avec une amie, et secondaire 3, amie, et c'était tout simplement pour dire que regarde le gars là, à côté, là, je le trouve très, très mignon. C'est comme ça que j'ai fait. Comment elle a réagi? Elle a dit...
Elle a dit, mais ça ne m'étonne pas de toi. Donc, oui. et en fait, quelques mois plus tard, elle-même, elle a fait son coming out lesbienne. Ah bon? Voilà. Ah, c'est tellement drôle. Ouais. Tu sais, je te regarde, puis je pense à cette autre série télévisée qui passe présentement sur Netflix qui s'appelle Heartstopper. Et je sais que tu as 40 ans, mais que parfois je te regarde, je me dis, j'ai l'impression qu'il y a encore un garçon là, en l'intérieur de toi là, qui... Le garçon n'est jamais parti. Alors, à l'âge où tu as fait ce coming out, on va se dire beaucoup de choses. Beaucoup de jeunes subissent de l'intimidation à cause, justement, de leur orientation sexuelle. Puis je me demande aussi, toi qui étais physiquement différent, on va se le dire, tu as quand même des traits asiatiques, t'es venu au Vietnam, ça serait étonnant que tu n'en aies pas. Alors, comment ça s'est passé? Je dirais, je suis la personne la plus chanceuse au monde, le gars le plus chanceux au monde. À l'école, j'ai jamais eu d'intimidation. Ben voyons donc. Ah ouais. Ça, des fois, je me le pose la question encore, comment ça se fait que j'ai été épargné? Parce que oui, les gens qui me connaissent vont me dire que j'ai quand même certaines manières ou certaines façons d'être, mais non, j'avais eu aucune remarque désobligeante, aucune violence de quelconque, aucune exclusion. J'avais rien de cela à l'école. Est-ce que tu étais témoin quand même que ça se passait, ce genre? Absolument. J'en étais témoin. En fait, il y avait un garçon de mon niveau, de ma classe, qui, lui, était vraiment persécuté. C'était des moqueries, c'était de toutes sortes de paroles désobligeantes et c'était comme ça pendant toutes les années du secondaire et je crois qu'il a dû même changer d'école. Ah, c'est pas drôle. Ouais. Et quand tu entends parler de ces jeunes qui vivent ça maintenant, tu te dis, mon Dieu, moi, j'ai pas passé par là. Ouais. Moi, je fais le contraire. Moi, j'ai passé par là, puis je regarde des gens, je me dis, ah, ben il y en a que c'est beaucoup mieux que c'était. Mais comment tu vois ça, toi? Ça, en fait, c'est quand... c'est difficile à dire parce que il y a peut-être que parce que le fait que je suis une personne timide, peut-être que je m'auto-exclus souvent du groupe. Donc, je me tiens loin des gens. Est-ce que c'est peut-être ça la raison qui a fait que j'ai été épargné de la situation? Ah, peut-être. Ouais. Est-ce que tu sens, par contre, le fait que tu as été témoin que ça s'est passé puis que tu n'es pas agi, regrettes-tu de ne pas avoir agi à ce moment-là? Ah, oui. C'est sûr que peut-être... J'aurais peut-être pas la force d'aller confronter les personnes intimidantes, mais j'aurais c'est sûr, apporté mon soutien à la personne concernée, à la personne qui recevait l'intimidation. Ouais. C'est tellement pas facile, cette situation-là. Écoute, je voulais continuer sur cette lignée de questions-là parce que tu as fait ton coming out à plus qu'une personne. Comment ça s'est passé dans ta famille? Oh mon Dieu! Dans ma famille, ça a été différent. Et c'est que... j'ai vraiment attendu, j'ai attendu que trois conditions se matérialisent avant de faire le coming out. Allons-y. Donc, la première condition, c'est que je termine mes études universitaires, d'avoir mon diplôme, de 2, que j'ai un emploi, et de 3, que j'ai un autre toit. Ah. Parce que la peur que j'avais, c'était que si je faisais mon coming out et que ça se passait mal, je pourrais me retrouver à la rue. Donc, c'était ça la peur. Donc, j'ai vraiment attendu que ces 3 conditions se réalisent pour faire le coming out et c'est comme ça que je l'ai fait à ce moment-là. C'est plus fort que moi, mais pourquoi tu avais l'impression que ça pourrait se mal passer? Parce que il y a beaucoup de choses que l'on n'aborde pas dans la famille chez moi, donc et notamment au niveau de la diversité sexuelle, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Et bien que dans la famille même, on a que ce soit un oncle, un cousin, une cousine qui sont gays, lesbiennes, on n'en parle pas nécessairement. On dit, c'est pas un sujet qu'on mentionne. Donc, quand tu comparais avec ce que tu voyais à Queer as Folk et que tu pouvais pas faire la même chose dans ta famille... C'était très difficile. Et en fait, c'est rendu au niveau du collège que j'ai commencé à sortir dans les boîtes de nuit et c'est là que j'ai pu vivre mes premières années d'homme gay.
Alors, donc, ça a pris tout ce temps, là, quelques années avant que tu puisses... Absolument. Alors, tu t'étais rendu compte que tu étais attiré, mais... Mais il n'y a rien qui se passait parce que j'avais beaucoup d'interrogations. C'était aussi une question de... Je voulais aller à mon rythme et j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de camarades, de connaissances, mais j'avais pas beaucoup d'amis que je... Là, tu m'étonnes. Ouais. Parce que tu es une personne quand même assez... avec beaucoup d'entre-gens, très gentille. Tout à fait. Oui, ouais, mais à cet âge-là, c'est que j'étais vraiment dans un cocon. Est-ce que, je reviens sur cette question, est-ce que c'était le fait que tu étais différent, même physiquement, des autres personnes qui jouaient, ou c'était juste ta personnalité? C'est vraiment ma personnalité. Et en fait, en général, même si on me mettait dans un groupe, souvent, peut-être que je vais être la personne silencieuse dans ce groupe-là. Donc, je vais être la personne observatrice, je vais écouter énormément, mais je n'irai pas nécessairement vers les gens et m'interagir avec les gens. Et mon Dieu que les choses ont changé depuis, hein, parce Absolument. que moi, je suis allé dans un certain souper où tu faisais beaucoup de bruit, il me semble. Absolument, oui. Et je te vois rougir, c'est bon. Alors, à qui as-tu parlé en premier dans ta famille? C'était ma sœur. Ouais. À l'époque, où est-ce que j'avais mon conjoint de l'époque, et j'ai dû mentir à ma famille. En fait, la situation, c'est que mon premier copain habitait à Drummondville et les week-ends, les fins de semaine, j'allais à Drummondville en autobus et en cachette, presque à tous les week-ends. Je ne conduisais pas, donc je prenais l'autobus Montréal, Drummondville à tous les week-ends. Et tu passais le week-end, mais qu'est-ce que tu disais à tes parents? Donc, c'était des menteries. Malheureusement, c'était des menteries. Je disais que j'étais avec des amies filles, j'avais des projets de classe, patati patata. Donc, c'est comme ça que c'était... oui, je me confesse, j'ai passé plusieurs années... C'est pas un confessionnal ici, mais je peux t'absoudre de tout tes... Non, mais c'est ça, j'ai passé au moins 3 ans dans la menterie. Et à un moment donné, ma sœur, elle m'a posé la question, tu sais, New, je me réfère comme New, tu sais, New Kong, j'ai vu une photo de toi avec ton copain et c'est comme ça que je l'ai abordé. Elle a vu ça où, cette photo-là? Je l'avais mis sur le réseau, en fait, c'est le précédent dans le temps, c'est sur MSN Messenger, il y avait un portail, un genre de profil. Et moi, je l'ai posté là tout bonnement, mais je n'avais pas conscience que d'autres personnes pouvaient aller voir les photos. Oh là là. Voilà. Et apparemment, même ma mère l'avait vu la photo. Oh, donc c'était le secret le moins bien gardé du quartier, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais ma mère, elle a été très, très discrète. Elle a jamais abordé cette situation-là. Et donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, avec tu ma l'as dit à sœur. ta sœur, et comment elle a réagi, elle, quand tu lui as dit? Comme s'il n'a rien été. Elle a dit, on t'aime comme tu es, l'important c'est que tu sois heureux. Ta sœur, elle est plus vieille que toi? Oui, 4 ans plus vieille. Ouais. Donc, elle en a vu d'autres. Absolument. Et ma sœur, c'est une personne que j'admire énormément. C'est une fonceuse. Des fois, je me compare souvent à elle. Et elle, c'est la fonceuse. Et moi, je suis plutôt le suivant, dans une façon de se comparer. Et elle, c'est une personne qui est très bienveillante, qui est très avenante. Donc, j'avais aucun doute que je serais rejeté par ma sœur. Donc, là, tu as parlé à ta sœur. Oui. Et quand et comment as-tu parlé à ta maman? Ou à ta maman et ton papa, mais je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé. En fait, je l'ai fait... En fait, je peux même pas dire que c'est un coming out. Le jour de mon déménagement à Drummondville, donc donc, à la fin de mes études, avec mon travail. Donc, les études étaient finies, tu avais un travail et tu avais un nouveau toit. Exactement. Donc, le jour de mon déménagement, j'ai simplement dit à ma mère que je déménageais pour aller habiter avec mon copain. Oh! C'était ça mon coming out. Et comment ça s'est passé, ça? En fait, par un concours de circonstances, ce soir-là, j'ai une chatte et ma chatte, elle était égarée. Et parce qu'on déménageait, donc on a laissé la porte ouverte. Donc, cette chatte-là, elle s'était enfuie de la maison. Ah oui. Donc, ma mère, je pense qu'elle avait juste la tête... En tout cas, de qu'est-ce que je voyais, elle avait la tête pour le chat. donc, ça a passé inaperçu. Mais en tout cas, ça, elle n'a pas réagi sur le coup. Exactement. Mais je sais que je suis certain que ça a beaucoup cogité ça a beaucoup cheminé. Et probablement qu'elle savait déjà, avec l'histoire de la photo, je suis pas mal sûr qu'elle était déjà au courant depuis longtemps. Ça a été un peu plus compliqué avec ton père? Mon père, en fait, avec le déménagement de Drummondville,
si ma mémoire est bonne, on ne s'est pas parlé pendant 1 mois. En fait, c'est grâce à ma sœur qui a usé de son pouvoir de persuasion, qui a incité mes parents à venir nous visiter, donc comme mon ex et moi à Drummondville. Et c'est comme ça que je l'ai revu 1 mois après mon déménagement. Et ça s'est bien passé, en fait. Et je pense que le fait que mes parents aient vu et le contact avec mon copain à ce moment-là, je pense qu'ils se sont rassurés que j'étais avec une bonne personne. Et c'était, depuis ce jour-là, ça a été, encore là, je parle de chance, j'ai été très chanceux que j'ai une famille qui m'a toujours supporté depuis ce temps-là. Ça n'a jamais été quelque chose dont vous avez parlé ouvertement, par contre, non, toi et tes parents. Exactement. Même aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais mentionné, je dis que je suis ici, que non, c'est en fait, mes parents voient à travers mon implication, voient à travers mon amour pour mes amours et tout ça, donc mais c'est jamais quelque chose qu'on aborde de front. Wow. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais qui est culturel ou c'est propre à ta famille? En fait, c'est même pas ça, c'est propre à moi. À toi. C'est vraiment moi. Parce qu'on dit toujours que chez les personnes asiatiques, il y a toujours cette idée de ne pas perdre la face, de toujours faire attention et soigner les apparences. Puis là, je ne veux pas faire de commentaires racistes, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, là. Il y a une partie, oui, la société vietnamienne est une société traditionnelle et il y a une évolution. Donc, comme dans beaucoup de sociétés, heureusement, il y a une évolution des mentalités. Et c'est la même chose avec ma famille. Et veux pas, ma famille, j'ai des bons exemples de cousins, cousines, oncles qui sont gays, lesbiennes. Et ce serait malveillant de mes parents de renier leur fils, tandis que les autres membres de la famille le sont. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment moi qui n'étais pas à l'aise et qui ne suis pas aujourd'hui encore à l'aise de l'aborder de front. Ben, je sais parce qu'on en a parlé pour préparer cette entrevue, puis je voyais qu'il y avait certaines réticences, mais je vois que tu t'ouvres beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Oui. En fait, même qu'il y a pour des sujets aussi anodines que, par exemple, je donne un exemple, pourquoi qu'on a fait ci, pourquoi on a fait ça, c'est quelque chose que je ne me pose même pas la question à mes parents. C'est comme si mes parents me le disent, tant mieux, mais s'ils ne le disent pas, je ne l'aborderai pas. On va retourner en deuxième partie de cette balado sur ton implication. C'est pour ça qu'on t'a invité. Alors même, malgré le fait que tu es très discret sur qui tu es, tu es quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup dans les communautés, notamment au niveau des communautés agricoles, gays, queer, et même au niveau de la Fondation Émergence. Ouais. Alors c'est Affirmation avec Con Yen Nguyen qui se poursuit. Con Yen Nguyen porte le surnom de New qui veut dire marmite. Marmite, car comme le veut une tradition dans son pays d'origine, le Vietnam, un surnom plutôt poche, pour lui garantir un meilleur avenir. Aujourd'hui, tout ce qu'il tient de la marmite, je dois vous dire, c'est peut-être ses habiletés en cuisine. Voici les affirmations de Con Yen Nguyen. Affirmation, une série de balados-diffusion sur des gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Con Yen, rebonjour. Cette deuxième partie, on va parler un peu plus de ton implication, mais je suis curieux. Tu portes le nom de marmite, mais est-ce que ça fait de toi un bon cuisinier? Cuisinier? Je veux dire que oui. Je le retiens de ma maman, cet aspect-là, et j'adore cuisiner.
J'adore cuisiner, mais surtout avec les papilles, avec les yeux. Donc, je ne suis jamais les recettes, malheureusement. Je ne connais pas de livre de recettes. Ah, mon Dieu, oui, oui, oui. Alors, t'es le cauchemar des gens qui font des livres de recettes, toi. Mais pour dire encore une fois, parce qu'on se connaît quand même depuis un bout, moi, j'ai eu la chance d'être invité dans des réceptions chez toi. Puis disons que de la bouffe, il y en a. Et c'est bon. Alors, tu as étudié en informatique à l'Université Concordia. Donc, c'est pas la même sorte de cuisine, ça. Non. L'informatique, ça mène à tout. Et des fois, ben, on en sort, puis tu es devenu une sorte de gentleman farmer par amour. Alors, parlons de cet amour. Donc, en fait, avec mon conjoint de l'époque, qui est agronome, fils d'un producteur laitier, j'ai tout simplement embrassé la cause agricole parce que pour lui, c'était sa réalité et pour moi, qui est le gars de la ville, qui déménageait à Drummondville, je voulais me faire une nouvelle vie, dans une façon de parler, une nouvelle vie et embrasser cette cause-là, l'amour de la terre, l'amour des animaux. C'est quelque chose qui m'interpellait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer davantage dans le milieu agricole. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette rencontre? Parce que c'est quand même assez intéressant. Le petit gars de la ville, issu d'immigration d'un pays à l'autre bout de la planète, qui rencontre un agronome, également producteur, qui est établi en campagne. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, mon Dieu, c'était au début de mes études à l'université, on s'était rencontrés sur un réseau de rencontres, Geek 81 pour ne pas le nommer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que, comme je disais tantôt, à chaque week-end, on se voyait et avec mon copain de l'époque, il me montrait son amour de la terre. Donc, on avait souvent des visites de ferme. Donc, lui, il m'organisait des soupers, des visites de ferme. Il y avait des pique-niques du club Austin. Donc, c'est un club où des producteurs laitiers. Il y avait des événements dans le milieu rural. Il y avait des tirs-retirs de tracteurs. Il y avait des portes ouvertes de l'EPA. Donc, il y avait une panoplie d'activités. Et moi, j'avais énormément de plaisir à participer à ces activités du milieu agricole. Et tu as découvert donc des habiletés pour la terre? Est-ce que tu as fait pousser des choses? Du tout, malheureusement. Donc ça, par exemple, là, je lui laisse ce travail, ce plaisir. Moi, je sens comme je regarde les autres faire le jardinage. Je profite des légumes. Je profite des victoires que nous amène la terre. Donc, vous avez commencé donc à vivre ensemble en région. Ouais. Vous aviez quand même une belle résidence établie, mais en région, dans un milieu agricole. Ouais. Je faisais la blague quand je suis allé vous visiter, c'était le mouvement des moustiques. Je dis, je pense qu'ils font l'élevage des moustiques. Ouais. Il y avait beaucoup de moustiques cette journée-là. Oui, absolument. Ah, ouais, donc, c'est ça. Donc, où est-ce que, pour juste donner du contexte, après Drummondville, on s'était établi dans le coin de Saint-Hyacinthe. Et dans ce coin-là, il y avait énormément de moustiques. Oui, parce qu'il y avait, je pense, des gens qui faisaient l'élevage de je ne sais plus quelle sorte d'animaux qui les attiraient. Non? Cela dit, c'est là aussi que tu as commencé à t'impliquer. C'est une des premières fois que tu t'es impliqué en tant que personne queer dans un organisme. Raconte comment ça s'est passé. Ça s'est commencé en 2010 et à l'occasion d'un souper de Noël. Et c'était à travers mon copain de l'époque, on était invité à se joindre à un souper organisé par Madame Maria Labrec-Duchesneau. Ah, qu'on connaît bien, oui. Oui, la fondatrice de Fierté agricole, la fondatrice aussi de l'organisme Au cœur des familles agricoles. Et à ce moment-là, la Fierté agricole... Je vais t'interrompre parce qu'Au cœur des familles agricoles, ce que je faisais, c'est une intervenante de rang, une intervenante en milieu rural, un peu comme les intervenants psychosociaux. Puis Maria fait des choses extraordinaires. Elle s'occupe aussi des agriculteurs, des producteurs qui sont en situation de détresse. Quand même, personne ne l'a sauvé du suicide parce que c'est pas facile. Alors, et elle avait découvert, donc, puis je vais te laisser y aller, elle a découvert qu'il y avait un besoin pour les personnes de la diversité. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, je pense que son premier souper qui avait eu lieu en 2008, il y avait quelques personnes à sa table, 4. Et l'année suivante, toujours à Noël, c'est la période où est-ce que faut mettre en contexte. La période des fêtes ou la période de Noël, c'est une période un petit peu plus
Il n'y avait pas les travaux de la terre, donc ça permettait aux gens de réunir les gens. Mais c'est sûr que quand on travaille avec des animaux, c'est du 24/7. Mais quand même, on profitait du temps de la période des fêtes où est-ce que les gens sont souvent isolés et seuls pour se réunir. Et Maria, en 2008, elle avait organisé chez elle un souper, 2009, un autre souper, et 2010, c'était à notre tour. Donc, on était invités. C'était chez un producteur porcin, et c'était dans la région c'était à Saint-Césaire, en Montérégie. Et à ce moment-là, il y avait bien sûr des gens du milieu agricole, il y avait aussi des gens de la ville qui avaient un intérêt pour l'agriculture, qui ont un intérêt pour l'agriculture. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec la communauté queer, comme tu dis. Oui, absolument, c'était une révélation. Donc, je parlais de révélation avec Queer as Folk, mais c'était aussi une révélation pour moi avec le Club des agriculteurs gays. C'était le nom de l'époque. Ouais, c'est comme une espèce d'association assez informelle. Exactement. Ouais. C'était informel. C'était simplement un réseau d'entraide, de réseautage. Et c'était simplement une façon de permettre aux gens de se rencontrer. Et ici, on ne parle pas de rencontres amoureuses, mais c'est vraiment des rencontres sociaux. Briser l'isolement. Exactement, tout à fait. Et c'est là qu'on a eu notre premier souper, pour ma part. Et quelques années plus tard, en 2012, c'est là que Fierté agricole a pris son envol. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement que des hommes producteurs qui étaient de la communauté, il y avait des femmes, il y avait des personnes de tous les horizons. Absolument. Et on parle de producteurs, productrices, mais on parle aussi des personnes qui sont intervenantes. Par exemple, on peut parler d'une personne qui vend de la moulée, une personne qui travaille dans une institution financière, mais en milieu agricole. On peut parler d'agronome, vétérinaire. Donc, le milieu agricole est très, très large. Donc, ce n'est pas juste la définition d'une personne agricultrice, mais c'est vraiment tout le monde qui évolue autour du milieu agricole et de la ruralité. Est-ce que le milieu agricole, le milieu rural, allons avec ça, ouais. Est-ce que la ruralité, on a quand même cette idée, nous qui habitons la ville, que ce n'est pas très ouvert. Est-ce que c'est comme ça? Ça change, ça a évolué et heureusement, en fait, on a des bons exemples de gens qui vivent heureuses en faisant qu'est-ce qu'ils font, l'amour de la terre, l'amour des animaux, ils vivent heureux de ça. Oui, il y a toujours l'aspect de l'isolement, l'aspect où peut-être que c'est plus difficile au niveau financier de pouvoir profiter des semaines de vacances, pour prendre congé, mais si on parle de l'acceptation en tant que telle, il y a une très belle acceptation et à notre grande joie, lorsqu'on a fait des tournées en région pour aller à la rencontre des personnes qui vivent en ruralité, et on a vu des communautés qui sont très accueillantes. Et je pose la question d'une façon très bienveillante, mais tu sais que nous, de la ville, on regarde la ruralité et on dit « Oh, boy, ça doit pas être facile d'être gay dans ces endroits-là. » Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? En fait, je dirais peut-être que pour les hommes, peut-être que ça peut passer plus inaperçu. Donc, deux hommes, oui, mais c'est sûr que lorsque les femmes, par exemple, une couple de femmes de la diversité, c'est qui vont venir chez un vendeur de machinerie, des fois, la question peut dire, est-ce que votre mari va être là? Donc, ça peut aller jusqu'à ce point-là où on peut encore assumer que on peut assumer le côté hétéronormatif du couple. Donc, l'homme et la femme qui possèdent une ferme. Oui, parce que d'être queer, ça ne nous est pas écrit dans le visage. Non, hein? Non. C'est ça. Dis-moi, on a parlé de ton conjoint, puis je pense qu'il faudrait ton ex-conjoint, puis là, ouais. C'est parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être expliquer aux gens que vous n'êtes plus ensemble. Voilà. On ne va pas parler de lui, mais quand même pour que ça soit clair pour tout le monde. Ouais. Vous avez été ensemble combien de temps quand même? Presque 18 ans. Wow! Ouais. Est-ce qu'on demandait qui était... Est-ce que vous allez amener votre femme avec vous ou votre mari? Non, du tout. Et en fait, il faut se le dire parce qu'il y a quand même des gens qui me connaissent et mon ex et moi, on a quand même une différence d'âge. Et donc, des fois, il peut y avoir des regards, mais ça a toujours été fait dans la bienveillance. Donc, on n'a pas eu de remarques quelconques, que ce soit par rapport à notre orientation sexuelle ou par rapport à notre différence d'âge. C'est quand même une bonne chose. Oui. Parce que disons qu'on est en 2024, mais il y a souvent encore des regards un peu différents de nos communautés. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, non. Donc, tu as quitté Drummondville? Oui. Et en fait, c'était un projet commun de mon conjoint et moi. C'était un projet commun de s'approcher de Montréal pour mon travail, parce que moi, je travaille près de Montréal. Et lui, il travaillait à Saint-Hyacinthe parce qu'il enseignait à l'Institut de technologie agroalimentaire. Donc, pour nous, c'était une façon de nous rapprocher de la ville.
Et donc, voilà. Donc, et j'avais un rêve non déguisé de construire une maison. Donc, on a pu construire une maison près de Saint-Hyacinthe. C'est fabuleux comme maison, oui. Effectivement. Les affirmations de Konying Nguyen. Konying, tu es une personne impliquée, on l'a engagée, parce qu'impliqué, ça veut dire autre chose, une personne engagée dans nos communautés. Tu l'as été avec Fierté agricole. Même moi, je t'ai vu dans les journées communautaires de Fierté Montréal, en train de vendre des produits de la terre ou en train de donner des produits de la terre sur les journées communautaires. Tout à fait. En fait, pour nous, comme tu peux voir, Fierté agricole reste encore dans mon cœur, donc je parle encore beaucoup au nous. C'était notre façon de rejoindre les gens en donnant des fruits et légumes pour leur montrer que, regardez, c'est une façon de promouvoir l'agriculture auprès des communautés LGBTQ urbaines et montréalaises. Et c'est une façon pour nous c'est un prétexte, je dirais. C'est un prétexte pour nous permettre d'aller aborder les gens et de parler de l'organisme. Il faut dire que Fierté agricole, on vous a vu, même si tu n'es plus avec eux autres, mais dans les premiers temps, on vous voyait partout. Hein. Vous étiez dans tous les événements de Fierté au Québec. Absolument. Il y avait une belle équipe qui voulait vraiment amener l'organisme le plus loin possible et on avait la possibilité, grâce à des subventions, d'aller à travers, de se promener à travers les régions pour parler de l'organisme et aussi pour rencontrer des gens qui vivent de l'agriculture, qui vivent en ruralité et qui se sentaient seuls. Donc pour nous, on réussissait à le faire grâce à ces événements-là. Briser l'isolement, je reviens là-dessus, c'est tellement important. C'est très important. Parce que les personnes productrices, elles vivent loin l'une de l'autre, hein, parce que le voisin, il est à parfois 2 kilomètres, ouais. Hein, parce que la terre entre les deux maisons. Ouais. Là. Et en fait, je parle d'agriculture, mais il ne faut pas non plus oublier le milieu de la foresterie, le milieu de la pêcherie, où est-ce que ce sont des réalités différentes, mais à la fois communes avec le milieu agricole. J'ai eu la chance de visiter même un couple de producteurs laitiers qui avait une superbe belle ferme et tout ça. Et tu voyais qu'ils vivaient aussi la réalité très difficile de devoir c'est 24 heures sur 24, Absolument, c'est ça. Les animaux, il y a la machinerie qui peut briser à tout moment. Si l'été, s'il y a une inondation dans les champs, donc tout peut arriver. On travaille avec du vivant. L'agriculture, c'est une vocation, l'agriculture. Et tu as continué à faire cet engagement, cette implication militante auprès de nos communautés et tu es devenu, tu as fait partie de la Fondation Émergence, tu es devenu gouverneur même. Oui. Et en fait, c'est grâce à Fierté agricole que je me suis fait remarquer par la Fondation Émergence. C'est qu'en 2018, moi j'ai une mémoire des dates, en 2018, la Fondation, elle avait donné une subvention à Fierté agricole pour organiser un colloque, le colloque du monde rural diversifié. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première interaction avec la Fondation Émergence, avec Laurent Beau, le directeur général, et c'est comme ça que quelques mois plus tard, j'ai été invité à devenir personne gouverneur. Alors, justement, on n'a pas dit ce que c'était Fondation Émergence. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme qui fait de la sensibilisation. Oui, la sensibilisation, l'information et pour sensibiliser la population générale des réalités des personnes LGBTQ. Alors, c'est la Fondation Émergence qui nous arrive à chaque 17 mai avec des promotions, en fait, des campagnes de sensibilisation assez géniales, merci. Oui, c'est ça. Donc, depuis 2003, donc la Fondation, en 2003, la Fondation a créé la Journée nationale contre l'homophobie. Et puis, à chaque année, depuis cette année-là, il y a une campagne avec des thèmes différents qui sont proposés et la Fondation, elle anime cette journée-là. Mais il faut savoir aussi que la journée du 17 mai, elle est reprise par différents
organisations à travers le monde. Oui, je pense qu'il y a une quarantaine de pays qui reconnaissent cette journée. Je ne sais pas si elle est reconnue par l'ONU. Là. C'était dans les... C'est pas encore fait. Pas encore, non. Mais, elle est célébrée je ne dirais pas célébrée, mais elle est reconnue, soulignée. Elle est soulignée dans différents pays et au niveau des représentations canadiennes et québécoises gouvernementales, elle est soulignée à travers nos ambassades et nos délégations générales dans le monde. Puis je précise aussi que la paternité de la journée internationale, bon, mais il y a une dispute là-dessus parce que Georges Tend en France qui la réclame et ici la Fondation Émergence. Mais bon, en autant qu'on la célèbre, on ne va pas se badrer de qui l'a Exactement. Pour tant et si longtemps que les populations, qu'on met de l'avant de nos populations, c'est ça qui est important. Donc nous, on veut l'animer, on veut mettre de l'avant des différents enjeux, que ce soit les violences et les reculs des droits dans ces dernières années, que ce soit les LGBTQ-phobies, que ce soit la cyberintimidation. Ce sont des thèmes que nous voulons mettre de l'avant et informer le grand public de ces réalités. Alors, mis à part le fait qu'on t'a approché et qu'on te demande de t'engager, pourquoi tu t'engages? Parce que la Fondation, pour moi, elle est une figure incontournable dans la promotion des droits des communautés LGBTQ. Elle participe à plusieurs tables de concertation et de comités concernant les enjeux des communautés. Et pour moi, c'est quelque chose de très important d'être présent. Aussi, le milieu, les personnes élues, le milieu politique la sollicite pour qu'elle intervienne, qu'elle donne son point de vue lors des commissions parlementaires, lors des dépôts de mémoire, lors de la rédaction des politiques gouvernementales, des plans d'action. Donc, pour moi, j'aime beaucoup qu'est-ce que la Fondation fait parce que je vois qu'elle a un impact sur la société. Est-ce que tu sens aussi que toi, particulièrement, parce que je reviens sur le fait que tu es une personne issue de l'immigration, tu es une personne asiatique. Les personnes asiatiques ne sont pas souvent bien représentées dans nos organismes. Toi, tu es là, puis tu prends la place. Est-ce que tu sens que ça, c'est important? Est-ce que tu as une mission que tu sens que tu peux faire auprès des gens comme toi? Absolument. L'impact, premièrement, c'est un impact de visibilité. Donc, dans mon cas, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, je veux pouvoir montrer qu'il y a des personnes comme moi qui le font. Et c'est que à travers des occasions comme aujourd'hui, c'est d'avoir des conversations inclusives où est-ce qu'on j'amène à parler des réalités qui sont peut-être méconnues, qui sont peut-être moins abordées dans la sphère publique. Il y a aussi que peut-être l'impact, je verrais aussi au niveau peut-être d'être un modèle pour les jeunes personnes racisées qui s'identifient LGBTQ, que moi, je vais pouvoir leur dire qu'on peut être heureuse, on peut s'affirmer pleinement sans à renier une partie de notre identité. Tu disais tantôt que tu veux amener de l'avant certains aspects ou certaines situations que vivent les personnes racisées, notamment asiatiques, queer. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est quoi la réalité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour ces personnes-là que ça peut l'être pour d'autres? Je dirais d'abord, il y a la langue. Il y a la langue, donc c'est de pouvoir les aider au niveau de l'intégration. Je pense que lorsqu'on veut s'intégrer dans une société, c'est de pouvoir la parler, de la comprendre et de interagir. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir agir à ce front-là. Donc, à la Fondation, qu'est-ce que j'aime bien? C'est que nous avons nos programmes où nos matériels sont disponibles dans plusieurs langues. Pour moi, ça, c'est un élément important qui me rejoint. C'est que oui, c'est crucial de le faire en français et en anglais, mais c'est aussi important d'aller chercher les autres minorités, les autres personnes qui ne comprennent pas nécessairement notre matériel. Et aussi, par rapport aussi à démontrer, à enlever les préjugés par rapport à l'immigration, qu'on n'est pas ici pour prendre la place d'autres personnes. On est là parce qu'on est capable de donner quelque chose à la société. Bien, tu es un exemple de quelqu'un qui donne à la société de par ton implication, Konyang. J'aimerais t'amener quelque chose peut-être un peu plus intime. Tu sais que c'est un peu ce que le colonialisme et le patriarcat a fait dans nos sociétés, mais même dans nos communautés LGBTQIA+, il y a certains comportements qu'on pourrait considérer racistes, que ça soit peut-être pas mal intentionné, mais ça l'est.
il y a une certaine fétichisation, souvent des personnes racisées. Qu'est-ce que tu en sais de ça? D'abord, l'as-tu vécu toi-même et comment tu réagis quand on te parle de ça? Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai été confronté. De un, je suis très, très peu sur les applications de rencontres. Oui. Ou c'est quelque chose qui s'est fait de façon très récente. Et moi, j'accorde énormément d'importance sur la communication avec les gens, à construire des relations, construire des ponts. Mm-hmm. Donc, moi, quelqu'un que je ressens, qui est là, qui n'est pas là pour les bonnes raisons, je m'en éloigne assez rapidement. Ouais. Et aussi, je ne fais pas confiance aux gens lorsque je vois qu'il y a quelque chose. Si c'est par rapport à une fétichisation, c'est pas quelque chose que je veux parce que mon identité est plus que ma couleur de la peau. Tout à fait, tout à fait. Mais je le disais parce qu'on voit parfois sur les applications de rencontres, notamment Grindr, Scruff, pour ne pas les nommer, Ouais. ou Gay 411 qui existe encore, tu sais, ça va dire que je cherche particulièrement une personne asiatique ou je veux pas de personne asiatique. Ouais. Moi, quand je vois ça, ça me donne... Comment je pourrais dire? Ça m'écoeure. Ouais. Excuse-moi, là. Oui, absolument. Et malheureusement, j'en ai vu, mais c'est pas quelque chose que je... En fait, je les évite. Je les vois et je les évite. Ouais. On fait du blocage à ce moment-là. Ouais, tout à fait. 2024, en fait, depuis quelques années, tu sais, on a fait beaucoup de progrès dans nos communautés et on a vu récemment des lois, en fait, des gouvernements dans le monde qui ont vraiment passé des lois absolument incroyables contre nos communautés. On voit un certain renouveau de l'intolérance, de l'homophobie, de la transphobie, même ici au Québec. Tu vois ça comment? Je vois ça, premièrement, que ce sont des discours, et ce sont des discours qui, sans trop vouloir prêter d'attention, moi, je préfère qu'on l'on mette plus de lumière sur la recherche. Les discours, ce sont des opinions, et pour moi, la recherche, c'est ça qui se sont avec des données probantes, avec des études qui sont vérifiées par des pairs. Pour moi, c'est plus important. Donc, combattre les opinions par les faits. Par les faits, tout à fait, absolument, par les faits. Et aussi, c'est donner la parole aux personnes concernées. Ça, c'est très important. Et c'est sûr que quand on voit présentement les discours anti-genre, ce sont des choses qui sont très malheureuses et qui affectent beaucoup nos communautés trans et non-binaires. Et encore plus nos jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire entendre leur voix parce que ce soit ils sont mineurs, que ce soit ils n'ont pas l'âge requise pour pouvoir prendre une décision par eux-mêmes, elles-mêmes. Et ça, je trouve malheureux. Oui, voilà, je reviens au fait que tu te veux aussi un modèle pour les jeunes personnes racisées pour qu'elles s'expriment. Est-ce que tu vois... Est-ce que tu as rencontré des jeunes de ces communautés qui disent ben heureusement je t'ai vu ou comment ça se passe pour toi? En fait, de mon côté, je suis plutôt quelqu'un d'effacé, donc j'ai très peu de contact avec les gens en général. Je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne dans l'ombrage. Je le préfère comme ça, mais lorsque j'ai l'occasion, par exemple lors des journées communautaires, c'est là que je vais vouloir absolument aller vers les gens, que ce soit le grand public, les parents, les étudiants. Et je me rappelle d'une journée communautaire à Sherbrooke où est-ce qu'il y a une forte population étudiante. C'est là que j'ai pu parler avec des membres des associations étudiantes de Sherbrooke. Et ça a été très, très intéressant où est-ce que je me vois... en fait, je me retranspose à leur âge et je me dis, mon Dieu, ces jeunes-là sont tellement brillantes, ont une maturité que moi, j'avais peut-être pas nécessairement à ce moment-là. Donc, je suis impressionné et c'est quelque chose que je veux m'assurer de pouvoir être beaucoup plus en contact avec ces gens-là davantage dans les prochains mois, prochaines années. Je suis toujours, pas surpris parce que je te crois pas, mais surpris de t'entendre dire que tu es une personne effacée parce que moi, quand je te vois, je vois une personne lumineuse et puis tu parles aux gens, tu as un entre-gens incroyable. Et quand tu me dis ça, mais en même temps, je le comprends parce que lorsque je t'ai parlé pour cette entrevue, il y avait beaucoup de choses que je sentais que tu n'étais pas à l'aise. Absolument, parce que je suis une personne plutôt réservée et moi je dis tout le temps, lorsque j'ai une mission dans la tête, lorsque j'ai quelque chose à faire, j'ai un but, je vais foncer. Si on me demande, il faut que tu rejoignes ces compagnies-là, tu rejoignes ces groupes-là, ces gens-là, oui, je vais le faire. Mais sinon, moi, tout seul, comme ça, je ne saurais comment réagir.
Je vais te donner, on a le pouvoir de t'exaucer ton plus grand vœu pour nos communautés. Qu'est-ce que tu aimerais qui arrive à nos communautés? Ah mon Dieu. Tout d'abord, je pense que c'est comme je mentionnais, c'est donc mettre beaucoup plus de l'avant les recherches. Donc, c'est vraiment plus mettre de l'avant toutes les connaissances, donc de un. Présentement, au Canada et au Québec, on a passé des lois, en fait, sur les thérapies de conversion. Et ça, c'est quelque chose que je trouve totalement inconcevable encore aujourd'hui. Et ça, pour moi, il faut que ça cesse. Donc, les thérapies de conversion, qu'il n'y en a plus de ça. En plus de ça, c'est aussi de pouvoir mettre de l'avant nos jeunes, que si elles préfèrent utiliser un pronom, un nom, il faudrait leur donner cette possibilité-là sans devoir attendre que ce soit l'âge, que ce soit la signature des parents. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de nos jeunes. Et je me sens comme Aladdin. Tu avais 3 vœux, mon grand, là-dedans. Voilà. Et tu vas aller faire un tour au Vietnam bientôt? Je l'espère, oui. Aller à la rencontre des personnes queer là-bas, peut-être? Absolument. C'est quelque chose que j'aimerais ça, absolument. Ah, Con Nguyen Nguyen, quelle rencontre intéressante. Merci beaucoup d'avoir participé à Affirmation. Merci à toi. Affirmation. À la régie aujourd'hui, je suis mêlé dans mes noms. Je suis là pour parler de Gérard Mallette qui fait les réseaux sociaux et les communications. Et c'est Maurice Bolduc qui assure la mise en onde à la régie aujourd'hui. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. J'anime, je fais la recherche et je réalise Affirmation. Affirmation, une production de Canalem, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix.